Alors, on reprend. J'ai changé de logiciel. Vous avez remarqué que le premier enregistrement buguait un petit peu. Donc, ça devrait être plus efficace, plus adapté et plus agréable maintenant. Donc, on en était au deuxième vers. On avait étudié le premier. Je vais aller assez vite. Alors, l'avantage que vous avez là maintenant et que vous n'avez pas en cours, c'est que vous pouvez me couper et mettre sur pause et réécouter quand je vais trop vite, ce qui vous laisse le temps de prendre en note et après de faire vos fiches. Donc, il s'embarque avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Ce qui est important ici, c'est l'adjectif jeune, puisque on imagine bien que c'est le dernier poème des Fleurs du Mal, le poème de clôture. Baudelaire est tout sauf jeune à ce moment-là. Pourquoi s'embarque-t-il avec le cœur joyeux d'un jeune passager? La jeunesse, c'est l'insouciance, le goût de l'aventure, l'audace. C'est aussi une certaine innocence, quelqu'un qui n'a pas encore fait toutes ses expériences, qui n'a pas encore traversé toutes les épreuves de la vie. Donc il y a une espèce d'énergie dans cet adjectif jeune. Et la jeunesse ici est connectée avec la joie. Ils ont le cœur joyeux d'un jeune passager. Ce qui est paradoxal dans ce poème, c'est qu'en fait, ce que nous propose Baudelaire, c'est de mourir. Et il présente la mort comme une aventure joyeuse, comme quelque chose qui peut combler le cœur des humains. Souvenez-vous de l'Albatros, la vie, c'est une douleur pour le poète qui est incompris, qui est supérieur aux autres humains et qui, à cause de sa supériorité, est rejeté par la foule médiocre. On avait déjà cette idée-là dans Bénédiction, le premier poème du recueil que vous devez étudier en parallèle avec le voyage. Donc le premier recueil dans lequel Baudelaire raconte la naissance du poète et le rejet qu'il subit de la part de sa mère, qui voit en lui une sorte de monstre, une horreur incompréhensible. Euh, Toute la vie du poète, toute la vie de Baudelaire va être marquée par ce sentiment d'incompréhension, de rejet, de solitude. Et donc à ce moment-là, la mort est une délivrance. La mort, c'est ce qui va leur permettre, à tous ces poètes symbolistes décadents, c'est ce qui va leur permettre d'échapper à la lourdeur, à la difficulté, aux épreuves de la vie. Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres qui chantent? Il apostrophe sont les personnages qu'ils mettent en scène ici. Entendez-vous. Donc vous avez une dissociation entre le nous et le vous. Le poète ici apparaît comme un guide. Il faut que vous pensiez au tableau de Delacroix, qui est un peintre romantique, qui s'intitule La barque de Dante. Et on voit sur la barque de Dante le Dante qui descend aux enfers et qui est conduit par Virgile, le grand poète latin de l'Antiquité, un poète latin, celui qui a écrit l'Énéide, la plus grande épopée, qui est une chose merveilleuse, je vous incite à la lire, qui raconte toute la geste d'Énée et qui est le poème de référence de tout le monde occidental après l'Odyssée. Donc le grand binôme épique de référence, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, Xe siècle avant Jésus-Christ. Et le deuxième grand phare qui va guider les poètes tout au long de l'histoire occidentale, c'est l'Énéide de Virgile et les œuvres de Virgile de manière plus générale, Virgile étant vu comme un poète inspiré. Donc c'est un poète du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc il est contemporain de l'empereur Auguste. Donc ici, le poète se dissocie de ce nous qui doit embarquer sur le bateau et il se présente comme un guide puisqu'il invite les passagers alors à quoi exactement? Eh bien, à entendre un chant. Le thème du chant est central en poésie. Vous vous souvenez, on en avait parlé quand on avait fait la présentation de la poésie. La poésie, c'est l'art apollinien. Apollon est entouré des muses. Il est associé à la lyre. C'est un poète, c'est un dieu chanteur. C'est mon chien qui bouge, je suis désolée, ça me déconcentre. Donc c'est un poète chanteur. Et, euh, et d'ailleurs, le mot latin pour évoquer la poésie, c'est carmen. Et le carmen, c'est le chant magique. Ce chant, il va être envoûtant. Alors une des questions que je vous posais, vous invitez à essayer d'identifier quelles sont les personnes qui peuvent chanter, quelles sont ces voix qui sont évoquées. On a 3 termes qui renvoient à cette notion d'audition. Entendez, voix et chante. Ces voix, elles sont envoûtantes. C'est l'adjectif charmante qui nous le dit. Le charme, c'est pas seulement la séduction, c'est pas seulement le fait d'être jolie et de pouvoir attirer les regards, de pouvoir séduire.
Le charme, c'est bien plus que ça, c'est lié à la magie. Il faut vraiment donner son sens fort à la notion de charme. C'est ce qui vous envoûte comme un charme magique. Et là, on a la reprise étymologique de l'origine du mot, ce carmen latin qui est un chant, à la fois un chant poétique, mais aussi un chant rituel, un chant de prière. Paul Valéry, un auteur post-symboliste de la fin du XIXe siècle, va intituler son plus important recueil de poésie Charme, au pluriel, en jouant sur ce jeu étymologique. Le latin est très important chez Baudelaire. Souvenez-vous que vous avez plusieurs poèmes des Fleurs du Mal qui sont rédigés en latin. Donc ces voix, elles sont envoûtantes, elles sont capables de vous attirer, de vous séduire, mais aussi donc de vous ensorceler comme quelque chose de magique. Et en même temps, elles sont funèbres, c'est-à-dire qu'elles sont liées à la mort, qu'elles peuvent être fatales. L'association des deux peut paraître antinomique, il y a une sorte d'antithèse dans ces deux adjectifs, et en même temps, c'est particulièrement baudelairien. Le titre du recueil, c'est quand même Les Fleurs du Mal. Et toute l'esthétique de Baudelaire tourne autour de cette association entre Eros et Thanatos, l'amour et la mort. Ce qui est attractif, c'est l'association des deux. Et ce qui est le plus séduisant, c'est ce qui est dangereux. Quelles sont les personnes qui peuvent chanter, vous envoûter et vous tuer en vous envoûtant par leur chant? Ce sont les sirènes. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est l'évocation de ces figures mythologiques. Ça nous plonge hors du temps, puisque non seulement les sirènes relèvent de l'Antiquité, du monde antique, donc un monde ancien pour un homme du XIXe siècle. Or Baudelaire, c'est quand même un poète de la modernité. Pensez au tableau parisien, par exemple, qui évoque la vie parisienne, les becs de gaz, les premières automobiles, la cohue, les grands magasins, etc. Donc Baudelaire, c'est un poète de la modernité, et dans le même temps, il établit ici une passerelle avec l'Antiquité, et avec une Antiquité non réelle, avec cette Antiquité mythique des monstres, de la mythologie, de ces femmes oiseaux. Vous n'oubliez pas que les sirènes dans l'Antiquité ne sont pas des femmes poissons, ça c'est dans la mythologie scandinave. Pensez à Andersen et la petite sirène. Andersen, il est scandinave, il n'est pas méditerranéen. Dans la pensée méditerranéenne, dans la pensée antique, les sirènes sont des femmes oiseaux. Et c'est ainsi qu'on les représente, les peintres pré-raphaélites. Allez voir par exemple des tableaux de Waterhouse, qui est un peintre pré-raphaélite, donc du milieu du 19e siècle, qui a peint un magnifique tableau, vraiment très très beau, qui s'intitule Ulysse et les sirènes. Et il représente bien les sirènes comme des femmes, des espèces d'êtres, mi-femmes, mi-oiseaux, qui tournent autour du bateau d'Ulysse. Et Ulysse, vous vous en souvenez, pour ne pas entendre les sirènes, a mis des bouchons de cire dans les oreilles de tous ces matelots pour qu'ils puissent continuer leur navigation et qu'ils ne fassent pas couler le bateau. Mais lui, il était curieux et supérieur aux autres, il voulait pouvoir jouir de la beauté surhumaine, de la beauté surnaturelle du chant des sirènes. Donc lui s'est fait attacher au mât du bateau et n'a pas mis de bouchon de cire dans ses oreilles. Et il a supplié ses matelots de le détacher, de le laisser plonger dans l'eau pour rejoindre les sirènes. Et évidemment, comme les matelots avaient des bouchons de cire dans les oreilles, ils n'ont pas accédé à ces demandes, ils n'ont pas obéi, ce qui a sauvé la vie et d'Ulysse et de tout son équipage. Donc ces voix, que vont-elles dire? Par ici, vous qui voulez manger le lotus parfumé, c'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a faim. Elle les invite à une sorte de festin. Elle les invite à venir se nourrir. Alors se nourrir de quoi? Du lotus. Donc le lotus, dans la mythologie, c'est une plante magique. Elle est évoquée dans la geste d'Ulysse. Pendant ses pérégrinations, pendant son voyage, Ulysse va arriver sur l'île des lotophages, donc des mangeurs de lotus. Et la particularité du lotus, donc c'est pas du tout la fleur de lotus qu'on trouve en Égypte, l'espèce de jolie fleur, la rose. C'est une fleur qu'on trouve en Afrique du Nord, qu'on appelle le lotos, et qui a un fort pouvoir hallucinogène. Et ce pouvoir hallucinogène est narcotique essentiellement, enfin plutôt un fort pouvoir narcotique, donc endort les gens. Comment Homère a-t-il utilisé cette plante? Il en a fait la plante de l'oubli. Vous pouvez voir l'épisode d'Ulysse 31, si vous connaissez le dessin animé sympa, là, le manga japonais des années 80. Dans Ulysse 31, on voit les lotophages
qui ont tout oublié et qui oublient l'idée même de rentrer chez eux, l'idée même de retour. Donc il n'y a plus de nostalgie chez les lotophages. La nostalgie, c'est algos, la douleur, comme une névralgie ou un antalgique, un médicament qui lutte contre la douleur. Donc algie, c'est la douleur, et nostos, c'est le retour. Donc la nostalgie, c'est quand on a perdu, quand on est parti d'un lieu, quand on a perdu son lieu d'origine et qu'on souffre de ne pas pouvoir y retourner. Le lotos vous fait oublier ça. Et Ulysse, évidemment, ne veut pas oublier Ithaque, il ne veut pas oublier qu'il est dans une odyssée, qu'il est puni par les dieux et qu'il est dans un voyage qui doit normalement le ramener chez lui. Donc il va empêcher son équipage de manger le lotus, justement. C'est de ça qu'il est question ici. Oublier, alors oublier quoi évidemment? Oublier, toujours pareil, les douleurs de la vie, oublier les épreuves, oublier ce mal-être que les poètes post-romantiques ressentent et que Baudelaire a quand même largement développé dans tout son recueil. C'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a faim. On a une petite évolution dans ces vers, puisque le verbe vendanger n'est absolument pas adapté à des fleurs de lotus, il n'est absolument pas adapté à de la nourriture, il évoque évidemment le vin. Le vin, c'est une section des fleurs du mal. Souvenez-vous, les poèmes de Baudelaire, vous les étudiez dans le cadre d'une œuvre intégrale. Donc il faut que vous naviguiez dans le recueil et qu'à plusieurs moments, dans votre explication, vous puissiez évoquer d'autres parties du recueil, d'autres poèmes, les thématiques globales de l'œuvre, son architecture. Donc le vin, c'est une entité importante pour Baudelaire, c'est un des outils de la création, c'est un des paradis artificiels qui sont nécessaires aux poètes pour sortir du réel et accéder à la dimension supérieure de la poésie, accéder à la partie de sa conscience qui est bridée par les conventions bourgeoises, par l'éducation, par les contraintes sociales. Et donc c'est une clé, le vin, c'est une clé qui permet d'accéder à l'ailleurs, à ce fameux idéal que Baudelaire recherche. Donc c'est la clé qui permet d'effacer le spleen et de passer vers l'idéal. C'est pour ça que ces fruits sont miraculeux. Ils vont pouvoir opérer quelque chose qui relève du surnaturel, qui relève du miracle, qui n'est pas réaliste. Alors, je vous présente Odin. Donc, Odin est un magnifique braque de Weimar d'1 an et demi, il est très très beau, mais il n'est pas futé, et donc il va partir, parce que lui, il ne s'intéresse pas à Baudelaire. Allez-y. Venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de fin. On retrouve cette notion du vin et de l'ivresse dans le verbe enivrer. Là encore, c'est une invitation. Souvenez-vous, un des poèmes les plus célèbres de Baudelaire s'intitule L'invitation au voyage. Baudelaire, c'est ce poète guide, ce poète Wates, ce poète inspiré. Wates, V-A-T-E-S, en latin, veut dire mage. Donc, comme Victor Hugo, Baudelaire est quelqu'un qui va prendre le lecteur par la main pour l'emmener avec lui dans sa quête, dans son voyage. Donc venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de fin. On n'oublie pas que ce sont toujours les sirènes qui parlent. Donc en fait, tout ça, c'est de la manipulation. Tout ça, c'est une invitation qui a l'air extrêmement tentante, extrêmement séduisante. Qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose l'ivresse, on vous propose quelque chose de miraculeux, on vous propose de combler vos désirs, les fruits dont votre cœur a faim. Il y a un constat, il y a un manque chez les humains, une faim, une soif, et on vous propose de combler tout ça. Donc c'est assez dur de résister. Et tout ça, c'est ici, maintenant, par ici, au vers 127. Par ici, vous qui voulez manger le lotus parfumé. Donc c'est ici, c'est tout de suite, c'est à portée de main, c'est quelque chose de facile, et l'invitation est rédupliquée. Venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de fin. Alors de quoi va-t-on s'enivrer en fait? On s'enivre de la douceur, et de la douceur non pas du vin, non pas des fruits du lotus, mais de la douceur du temps, de cet après-midi qui n'a jamais de fin. Alors l'après-midi, c'est le moment le plus doux de la journée. C'est le moment où on a passé le froid du matin, l'aube, qui est toujours un moment difficile. Pensez à ce que vous ressentez à 6h30 ou 7h quand votre réveil sonne. C'est rarement le meilleur moment de la journée des humains. Et le soir, on est fatigué, c'est la vieillesse. Dans la vision symbolique des moments de la journée, le matin, c'est l'enfance, l'après-midi, c'est l'âge mûr. C'est le moment où on est en pleine capacité en pleine possession de ses capacités.
Et le soir, c'est lié à la vieillesse, au déclin, à la mélancolie, à la nostalgie. Repensez au lac de Lamartine. Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence. Ça se passe le soir parce que c'est un souvenir mélancolique, souvenir d'un amour perdu. Cet après-midi au féminin, vous vous souvenez que c'est un mot un peu ambigu. Aujourd'hui, on utilise plutôt après-midi au masculin, mais au XVIIIe, c'est encore un terme féminin. Cet après-midi qui n'a jamais de fin, pourquoi n'a-t-elle jamais de fin? Parce que quand on est drogué par le lotus, on oublie tout, donc on oublie aussi le temps qui passe, on oublie son passé. Et si on n'a pas de passé, on n'a pas non plus d'avenir, on est dans un présent permanent. On est dans une sorte d'éternité figée. Ce qu'il propose, c'est l'arrêt de l'histoire, l'arrêt du temps. Et on n'oublie pas donc que les sirènes sont celles qui parlent et que leur chant est funèbre. En fait, il ne faut pas se laisser tromper par ces promesses. Ce sont des promesses fallacieuses, trompeuses, de manipulation. En réalité, elles ne sont pas en mesure de réaliser exactement ce qu'elles offrent. Un des petits poèmes en prose de Baudelaire s'intitule « Enivrez-vous ». Je vous incite à aller le lire pour voir tout ce que Baudelaire met autour de cette ivresse. À l'accent familier, nous devinons le spectre. Nos Pylades là-bas tendent leurs bras vers nous. Pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, dit celle dont jadis nous baisions les genoux. À l'accent familier, nous devinons le spectre. Un spectre, c'est un fantôme. Ceux qui essaient de retenir l'équipage embarqué avec Baudelaire dans ce fameux voyage sur la mer des ténèbres, ceux qui essaient de les retenir, ce sont tous les souvenirs du passé. Donc les fantômes, des gens qu'on a aimés, les fantômes de notre passé, et ces fantômes, ils vont être incarnés à nouveau dans des figures mythologiques. Pylade et Électre. Pylade, c'est un homme, Électre, c'est une femme. Pylade, c'est le meilleur ami du frère d'Électre, Oreste, et c'est l'immense histoire des Atrides qui nous est racontée ici, une des histoires les plus importantes de l'Antiquité, avec l'histoire d'Oedipe et avec l'histoire de la guerre de Troie. Donc Pylade et Électre, ils sont amoureux. Et Électre, elle a quand même tué sa mère, et l'amant de sa mère, c'est toute l'histoire d'Agamemnon, vous savez, Hélène de Troie, Hélène enlevée par Paris, le prince de Troie. Hélène était femme de Ménélas, Ménélas est le frère d'Agamemnon, et Agamemnon est le père d'Électre et de Pylade. Donc pour pouvoir faire partir ces bateaux, Agamemnon qui est le roi des rois, parce que les Grecs ne sont pas unifiés en États, c'est une coalition de cités indépendantes, chaque cité a un roi. Agamemnon est le roi de tous ces rois, et les dieux ne sont pas particulièrement favorables à la guerre de Troie, et les bateaux ne peuvent pas partir, parce que Troie c'est en face, c'est en Asie mineure, donc il faut qu'ils traversent, qu'ils y aillent en bateau, et les dieux ne sont pas particulièrement favorables à cette équipée contre la ville de Troie, qui est protégée par des divinités puissantes, et ne donne pas de vent aux Grecs, et pour pouvoir obtenir du vent, Agamemnon va devoir sacrifier sa fille. Racine a écrit peut-être sa plus belle tragédie, c'est une pure merveille, c'est un truc absolument sublime, s'intitule Iphigénie. Donc cette fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, Iphigénie va être sacrifiée par Agamemnon pour que les dieux soient apaisés et puissent donner du vent aux Grecs. Clytemnestre ne va jamais pardonner à Agamemnon le sacrifice de sa fille, et elle va se venger. Donc la guerre de Troie dure 10 ans. Pendant ces 10 ans, Clytemnestre rumine sa vengeance, elle prend Égiste comme amant, qui est un jeune homme très ambitieux, qui va briguer le poste de roi. Ils vont gouverner tous les deux jusqu'au retour d'Agamemnon, et quand Agamemnon revient, il y a toute l'histoire de Cassandre, la prophétesse, qui va prédire le bain de sang que va être la mort d'Agamemnon. Quand Agamemnon revient, Clytemnestre l'accueille, l'invite, selon les rites grecs, à venir se délasser et se reposer dans un bain. Et pendant qu'il est au bain, Égiste et Clytemnestre massacrent Agamemnon à coups de hache, ce qui est un crime un peu sanglant quand même, et ça va quand même contrarier considérablement les dieux et inciter les enfants du couple à se venger. Vous voyez, en fait, c'est un système permanent, comme les Vendetta Corps, c'est un système permanent de vengeance. Donc Clytemnestre venge la mort d'Iphigénie, Électre et Oreste vont venger la mort d'Agamemnon,
Et cette histoire, cette vengeance de la mort d'Agamemnon, vous la connaissez par cœur, puisque c'est l'histoire racontée par, c'est le point de départ choisi par Sartre dans Les Mouches. Donc ce sont les mêmes personnages que les personnages de Sartre dans Les Mouches. Si ce n'est que, de mémoire, mais je ne suis pas très sûre, il me semble que Pylade n'apparaît pas, ou peu, dans Les Mouches, mais peut-être que vous me contredirez. Ici, c'est au pluriel. Nos Pylades, là-bas, tendre les bras vers nous. Alors, nos Pylades, c'est tous nos amis, en fait. Nos meilleurs amis, les gens qui nous sont proches, qui ont tissé avec nous des liens pendant notre vie, liens qu'on va devoir trancher, dont on va devoir se défaire pour pouvoir partir dans ce voyage. Donc, ils tendent les bras, c'est un geste vain, c'est un geste d'appel. Cette affection, elle se manifeste par des gestes, elle s'incarne, elle est corporelle. Pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre. Là encore, vous voyez qu'à chaque fois, les gestes ont une valeur symbolique. Rafraîchir ton cœur, nager. Dis celle dont jadis nous baisions les genoux. Donc il s'identifie aussi finalement au personnage de Pylade. Vous voyez, c'est très étrange. D'abord, il parle de nos Pylades comme des choses extérieures, et puis progressivement, il s'identifie au personnage de Pylade, et il évoque, à travers la figure d'Électre, la figure du couple. Électre-Pylade, le poète et les femmes qu'il aime, n'importe lequel d'entre nous est la personne que nous aimons. Dit-elle, dont jadis nous baisions les genoux. Et vous voyez qu'ici, on a quelque chose qui relève du post-romantisme, qui relève de l'amour courtois, qui relève de cette idéalisation amoureuse. On est très loin de l'érotisme tel qu'on a pu l'avoir dans Le Serpent qui danse. On a ici une vision idéale de l'amour avec un geste très respectueux, très chevaleresque de l'homme qui s'agenouille devant la femme et qui lui adresse ses hommages en lui baisant les genoux. Quatrième et avant-dernière strophe, qui commence par un vers absolument sublime, j'espère que vous y êtes sensible. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la terre sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Alors vous remarquez évidemment, ça saute aux yeux, ça saute à l'oreille, cette interpellation de la mort, cette apostrophe à la mort, incarnée dans la figure d'un capitaine de navire. Ô mort, vieux capitaine. Pourquoi vieux? Parce que la mort, elle est là depuis la naissance de l'humanité. Elle est sans âge, vous voyez, elle est antique, elle est ancienne. C'est une présence familière pour les humains, c'est une présence expérimentée. Et elle est présentée comme un homme. Alors, vous n'oubliez pas non plus que Baudelaire est anglophone. Il a traduit les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Il a traduit des poèmes de Blake. Il a voyagé en Angleterre. Et il utilise des termes anglais. Certains titres de recueils, certains titres de poèmes sont des termes anglais. Et puis, dans cette fameuse dichotomie, cette fameuse antithèse sur laquelle tout le recueil est construit, à savoir le spleen et l'idéal, un des deux termes est quand même un terme anglais. Donc, il va reprendre ici l'imaginaire anglais de la mort, et en français, on reprend l'imaginaire latin, parce que le mot mors en latin est un mot féminin. On va garder ce mot-là, mors, mortis, ce qui justifie le T de mort en français. On va garder le terme latin tel quel, et on va garder son genre. Parfois on change, mais souvent on garde le genre du mot latin. Donc là on va garder le genre féminin pour le mot mort, et donc on va développer un imaginaire féminin autour de la notion de mort. C'est notre fameuse faucheuse, et cette faucheuse, elle est caractéristique des peuples de langue romane, où la mort est féminine. Alors que dans le monde anglo-saxon, la mort est représentée à l'époque romantique, au Moyen-Âge, par une figure masculine. Et c'est ce qu'on a ici, une mort masculine identifiée comme un capitaine de navire. Et alors on n'est pas dans Pirates des Caraïbes, il n'y a pas de capitaine de navire femme identifié au 19e. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. D'habitude, c'est le capitaine qui donne les ordres sur un bateau. Et ici, on voit que le poète est prépondérant. Le poète prend la place, se permet d'apostropher le capitaine et d'utiliser l'impératif. Levons l'ancre, appareillons. Donc les deux termes techniques
on avait des termes techniques de navigation dans l'albatros aussi. Le brûle-gueule, par exemple. L'un amuse son bec avec un brûle-gueule. C'était un terme qui relevait de l'argot des marins, du vocabulaire des marins. Donc ici, on a des termes techniques qui renvoient à la navigation. Ces termes techniques, ce sont des verbes, et ces verbes sont à l'impératif. Et qui donne les ordres, qui est le guide, le donneur d'ordre, le décideur sur ce bateau, mais ce n'est pas le capitaine en réalité, c'est le poète. Et donc le poète va pouvoir s'imposer face à la mort. Donc c'est quand même assez savoureux. On voit quand même tout l'orgueil de Baudelaire qui apparaît ici. Il a parfaitement conscience quand même de la maîtrise qu'il a sur sa vie et sur sa poésie. Il est temps, la notion du temps, elle est importante chez Baudelaire, on l'a étudiée à travers l'horloge, donc vous pouvez faire le parallèle entre ces deux poèmes, hein, ça a du sens de les relier, c'est pour ça que je vous ai construit un parcours de lecture. Donc la notion du temps est importante chez Baudelaire, et chez Baudelaire on sent quand même souvent une espèce d'urgence. Enfin, il n'en peut plus de la médiocrité de la vie, de la banalité, de tout ce qu'il voit autour de lui, ça l'écœure, et il est pressé d'en finir. D'ailleurs, Baudelaire mourra quand même assez jeune. Ce pays nous ennuie. L'ennui, c'est le spleen. Et là, vous devez faire un petit paragraphe sur le spleen, développer cette notion, montrer sa prégnance, sa présence dans tout le recueil de Baudelaire, dans toute son esthétique. Cet ennui, ça le plombe, et c'est une thématique fin de siècle. Les romantiques crèvent d'ennui, Musset, Vigny, Lamartine, ils s'ennuient. Ils trouvent que le monde c'est chiant, c'est décevant, qu'on ne peut rien faire, et surtout ils vivent au 19e. Donc c'est le monde bourgeois qui est tenu par les riches et par les vieux. On a quand même quelque chose qui n'est pas très non, j'arrête là. Ce monde bourgeois qui est très sclérosé, c'est une société avec un retour assez offensif d'un catholicisme très, très contraignant, très, très ritualiste. C'est pas quelque chose de très exaltant, quand même, le 19e siècle de ce côté-là. Donc ils éclatent en fait là-dedans, ils explosent et ils croulent sous l'ennui et ils demandent que ça s'arrête. Donc ce pays nous ennuie, ce pays c'est la vie, c'est une métaphore spatiale pour évoquer la vie humaine. On avait donc la même chose au premier vers de notre extrait, nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres. Il répète l'apostrophe à la mort, donc ça il faut le noter, c'est totalement inutile. Mais c'est quand même très mélodieux et ces vers sont extrêmement musicaux. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. C'est très mélodieux et en même temps c'est très haché. Vous avez vu, il massacre l'alexandrin. Il fait plein de petits groupes. 2 syllabes, ô mort, 4 syllabes, vieux capitaine, il est temps, 3 syllabes, levons l'ancre, 3 syllabes. Donc au lieu de faire 6-6, au lieu de faire 4-4-4 ou 3-3-3-3, comme on le fait quand on découpe l'alexandrin, lui il fait 2-4-3-3. Donc c'est un rythme haché, et dans le même temps pour l'oreille, ça fonctionne. Parce que les sonorités sont extrêmement travaillées. Vous avez vu qu'on n'a que des sonorités, si on voulait faire une comparaison musicale, on dirait en mode mineur. On n'a que des sonorités quasiment nasalisées. Dans mort, par exemple, le O il est quand même atténué par le R qui le suit. Vieux, la diphtongue vieux vous oblige à fermer la bouche. Capitaine, le ten, c'est pareil, vous avez la bouche en fente, vous avez la bouche très fermée à cause du N qui nasalise la diphtongue. Levons, temps, voyelle nasalisée, levons, voyelle nasalisée, encre, voyelle nasalisée. Donc c'est un vers qui est très joli à dire, ce serait très compliqué de le chanter, par exemple, oui, en plein chant, parce que c'est un mode atténué, c'est comme en sourdine, en fait. Et ça part pas, non, c'est pas ça le mot. Ça correspond parfaitement à ce qu'il est en train de dire. Donc il demande que le bateau parte. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Le ciel et la mer sont noirs. Vous avez une fusion entre les deux éléments. On avait la même chose dans l'Albatros. La mer et le ciel qui fusionnaient, qui étaient séparés par la ligne de flottaison sur laquelle était l'intrus, à savoir le bateau des hommes. Donc ici, la mer et le ciel fusionnent. Ils fusionnent comment ? Par la couleur. Et cette couleur, c'est le noir, c'est-à-dire en réalité l'absence de couleur, l'absence de lumière. Vous savez que
le noir n'est pas une couleur, il n'y a pas de couleur en fait, il n'y a que des jeux de lumière, mais le noir est créé par le fait que la matière absorbe l'intégralité de la lumière. Et le blanc, c'est quand ça renvoie l'intégralité de la lumière. Donc, c'est une privation totale de lumière, c'est une absorption totale de la lumière qui crée le noir. Et bien là aussi, il faut faire le lien avec le premier vers. Nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres. Mais la comparaison est intéressante, parce que ce qui est introduit, c'est la notion d'écriture poétique. Parce que l'encre, c'est ce avec quoi on écrit, en réalité. Et toutes les fleurs du mal, c'est ce projet dans lequel Baudelaire va plonger sa plume. Souvenez-vous, au 19e, on n'a pas de stylo plume, on n'a pas de bic, évidemment, hein, le baron Bic, il n'est pas encore né au 19e. On a de l'encre, de l'encre liquide, vraie, dans laquelle on va plonger soit un plumier, donc une espèce de stylo avec une plume en métal, soit, non, ils n'écrivent plus à la plume doigt, etc. Donc en général, c'est quand même des porte-plumes avec une plume en métal. Et on les plonge dans cette encre liquide, dans ces pots d'encre, noire ou violette ou bleue. Et ça ne peut pas être anodin ici que ce ciel et cette mer soient comparés au liquide grâce auquel on écrit. Parce que c'est dans le spleen, c'est dans la mélancolie, c'est dans la révolte contre le monde qui l'entoure que Baudelaire plonge sa plume pour écrire ces textes qui sont nourris de tout ça. Donc si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons, vous notez évidemment l'antithèse, et c'est facile, noir, rayon. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la mort connaisse les humains. Elle est comme divinisée, la mort. Dans le catholicisme, c'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Le seul qui connaît le cœur d'un humain, c'est Dieu. Et ici, la mort est promue au même rang que Dieu pour ce qui est de la connaissance du cœur individuel de chacun, nos cœurs. On retrouve le possessif. Donc là, c'est pas seulement Baudelaire qui s'exprime, mais il s'exprime au nom de tous les humains qu'il invite à partager son voyage. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer au ciel qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Là, c'est une strophe ultra célèbre. Et les deux derniers vers mériteraient vraiment que vous les appreniez par cœur, parce qu'ils sont super utiles dans n'importe quelle réflexion sur la poésie, et même en histoire, dans n'importe quelle réflexion sur la mentalité du 19e. Souvenez-vous qu'il faut faire des ponts. Alors on n'étudie pas forcément les mêmes périodes, mais il faut faire des ponts entre ce que vous faites en français et ce que vous faites en histoire, parce que vous ne pouvez pas comprendre des événements historiques si vous ne comprenez pas comment pensent, comment sentent, comment vivent les gens de cette époque. Et la littérature, elle vous permet ça, elle vous permet de comprendre la sensibilité d'une génération, d'une époque. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. C'est un appel direct à la mort, à ce que la mort les prenne, les emporte. Verse-nous ton poison. Donc la thématique est cohérente avec tout ce qui a été dit depuis le début du poème. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ici, il va vraiment verbaliser cette idée que la mort est un bien. La vie est un mal, la mort est un bien, c'est l'inversion. C'est en ça que Baudelaire est un poète sataniste. Vous savez que le satanisme se fonde sur l'inversion. Dieu est méchant, Satan est gentil. C'est exactement la même chose que, je ne sais pas si vous avez lu 1984 d'Orwell, quand il dit l'esclavage c'est la liberté, la guerre c'est la paix. Donc l'inversion des valeurs qui se réalise dans certaines dictatures. Et on le voit dans notre société, hein, une inversion des valeurs qui est quand même assez nette sur pas mal de thématiques. Et c'est ce qu'on a ici, chez Baudelaire, une inversion, le bien c'est la mort et le mal c'est la vie. Donc le réconfort est apporté par la mort, parce que la vie est qu'est-ce qu'on vient réconforter? On vient réconforter quelqu'un qui souffre,
on vient réconforter quelqu'un qui est blessé. Donc la vie est présentée comme quelque chose qui nous blesse, comme quelque chose qui nous fait souffrir, et la mort est l'antidote. Mais cet antidote, c'est un antidote mortel. C'est ce que nous dit le terme poison. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe. Nous voulons. Il est important de voir, de se rendre compte de l'importance de cette affirmation de la volonté du poète et des hommes qui vont le suivre, qui pensent comme lui. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par hasard, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident, ce n'est pas quelque chose à quoi on se soumet, c'est quelque chose qui est affirmé comme un acte de volonté, une réalisation de sa liberté. Parce que ce que vous voulez, c'est ceux qui réalisent, qui actent votre volonté, votre liberté. Quand on n'est pas libre, on ne peut pas vouloir quoi que ce soit. Et c'est affirmé et c'est mis en relief par les virgules. Nous voulons 3 syllabes. Et puis on a une pause. Et il intègre tout un groupe qui vient rompre le rythme du vers. Donc ce qu'on garde dans l'oreille, c'est cette notion de volonté, cette affirmation de la volonté et de la liberté qui les tourne vers la mort. Tant ce feu nous brûle le cerveau, donc cette volonté, elle est présentée comme un feu, elle est présentée comme une flamme, et flamme qui est sise dans leur cerveau. Donc ici, c'est ce que vous pouvez souligner, c'est la dimension énergétique de tout cela. Ils sont pas, c'est pas des dépressifs qui sont là sous cannabis, allongés, en train de se vautrer au fond de la barque, en attendant que ça les emmène vers le gouffre. C'est des gens énergiques, c'est des gens qui sont en révolte réelle, et la révolte, elle est souvent représentée par le thème du feu. Le grand mythe antique de la révolte, c'est le mythe de Prométhée. Et Prométhée va voler le feu à Zeus, justement le feu des éclairs. Donc le feu va symboliser à la fois l'énergie et la révolte. Et donc ici, on voit que il s'agit d'un acte, d'une action, et pas d'une attente, et pas d'une simple... Ils ne se laissent pas couler, en fait. Alors que veulent-ils ? Ils veulent plonger au fond du gouffre, enfer au ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Celui qui va lire avec une grande attention Baudelaire, c'est Rimbaud. Donc reprenez, je pense que je vous l'ai donné en début de séquence sur la poésie, je pense que je vous ai donné la lettre du voyant de Rimbaud. Alors, si je ne vous l'ai pas donné, mea culpa, mea maxima culpa, si je ne vous l'ai pas donné, vous allez la chercher n'importe où, dans votre bibliothèque, dans le recueil des poésies de Rimbaud, et sinon sur internet, ça se trouve partout. Donc la lettre du voyant qu'il a écrit à un jeune poète, dans laquelle il va reprendre exactement le même programme poétique. Pour créer, pour réussir à être pleinement poète, donc agissant, créateur, il va falloir plonger au fond du gouffre. Il va falloir mettre sa peau sur la table, il va falloir agir et prendre des risques et aller vers l'inconnu, parce que au risque que cet inconnu nous détruise. Cet inconnu, c'est enfer ou ciel, peu importe. Ça va être positif, ça va être négatif, c'est pas important. L'essentiel, c'est l'aventure en soi, le risque qu'on prend et cette découverte de terres inconnues. Plongez au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu. Vous repérez la symétrie, plongez au fond du gouffre, au fond de l'inconnu. Donc les deux sont symétriques et établissent une identité entre le gouffre et l'inconnu, avec cette jolie métaphore en F, au fond du gouffre, au fond de l'inconnu, qui va dire le glissement quand même de ce plongeon qu'ils vont faire. Vous remarquez la majuscule à enfer ou ciel et le singulier, donc il ne s'agit pas des enfers païens dans lesquels vont tous les morts, il s'agit bien de l'enfer chrétien, donc la notion de bien et de mal est quand même présente dans cette fin de poème, mais en fait tout est mélangé, tout est indifférent, vu que c'est séparé par la conjonction ou, qui va établir une sorte d'équivalence entre les deux. Et donc que cherche-t-il ? Eh bien Baudelaire a souligné l'objet de sa quête, l'objet de ses recherches, l'objet de son voyage, enfin l'objectif, la destination de son voyage.
il l'a souligné avec l'usage des italiques. Donc le mot nouveau, qui n'a pas de majuscule, le mot nouveau est en italique et c'est quand même le dernier mot du poème. Donc ça va résonner, c'est le mot qui va rester dans l'oreille du lecteur quand il aura refermé le recueil, cette quête de modernité, cette quête de nouveauté, cette quête de découverte de quelque chose d'inconnu dans le champ poétique, mais aussi, vous l'avez vu, dans le champ philosophique, dans le champ humain, parce que la poésie, elle est indissociable d'une réflexion sur l'homme, d'une réflexion sur le sens de la vie. Voilà, vous avez vu, on a fait très très vite. C'est beaucoup plus facile quand vous n'êtes pas là, en fait, finalement. Donc, si vous aviez à suivre un fil, vous avez à suivre un fil conducteur. Donc, l'essentiel, c'est la notion de voyage poétique. Ce voyage poétique, il s'appuie sur une réflexion, une vision paradoxale de la mort. Donc voilà, c'est ces deux grands axes, vous voyez, que vous pouvez mettre en avant dans votre explication. À la fois une réflexion, une réflexion sur la mort et une vision paradoxale de la mort, c'est-à-dire étonnante, étrange, inhabituelle. Le mot étrange, il est présent dans le texte, vers 131. Venez vous enivrer de la douceur étrange. Étrange, je fais une petite parenthèse, ça vous manquait, hein, une petite parenthèse. Étrange, ce n'est pas quelque chose simplement de mystérieux ou d'incompréhensible. Au départ, étrange, ça veut juste dire autre. Il faut vraiment se rendre compte que étrange est à peu près synonyme de étranger. C'est ce qui ne fait pas partie de notre communauté. Donc cette douceur, elle est différente de ce que le monde réel, de ce que nos habitudes peuvent nous proposer. Donc ce nouveau, eh ben, il est étrange, il est charmant, il est funèbre. On peut reprendre tous les adjectifs du poème, qui sont tous des adjectifs baudelairiens. Il est inconnu. Ce nouveau, c'est le cœur de la recherche poétique de Baudelaire. Donc voilà, une réflexion, une vision paradoxale de la mort et un voyage poétique vers l'inconnu, mais vers un voyage poétique parce que ce voyage, il a pour objectif de permettre quand même la création. Donc ce qui est paradoxal, c'est qu'évidemment, il ne meurt pas, Baudelaire. Parce que s'il mourait, il ne pourrait pas écrire son recueil. Et donc, dans tout ça, il faut bien voir qu'il y a une part de jeu, il y a une part de pose, de posture. C'est très lié à ce qu'on a appelé le mouvement gothique, le mouvement, ce qu'on appelle aussi le romantisme noir. Donc un mouvement du début du 19e siècle avec Marie Shelley qui a écrit Frankenstein. Donc je vous avais demandé de vous renseigner sur ce romantisme noir quand on a commencé à étudier Baudelaire. Et là, vous pouvez faire le lien, vous voyez. C'est-à-dire que il ne faut pas le prendre trop au sérieux, évidemment, tout ça. C'est un jeu littéraire, c'est un jeu artistique. C'est comme quand les clips de Marilyn Manson ou tout le mouvement gothique d'une manière générale, ils ne vous demandent pas en vrai de vous suicider en regardant le truc. Et d'ailleurs, Marilyn Manson ne s'est pas suicidé, enfin pas encore. Peut-être que ça arrivera, mais donc c'est tous ces auteurs-là, tous ceux qui jouent sur cette obsession de la mort, tous les réalisateurs de films. Pensez à Tim Burton, par exemple, qui est un auteur très 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 influencé par l'esthétique du romantisme noir et du gothique. Pensez à des films comme Sleepy Hollow, par exemple. Chez Tim Burton, il est plus vieux que moi, il est encore vivant. Vous voyez, il s'était marié, voilà. Mais il y a ce jeu esthétique, cette fascination pour cette thématique. Et donc voilà, il faut que vous gardiez la distance avec tout ça et que vous, à un moment donné, que vous disiez que tout ça, c'est une pose d'artiste, c'est une pose de poète qui façonne son personnage, qui livre ses obsessions, mais pour autant, il ne vit pas directement ce qu'il dit, puisque Baudelaire, par exemple, ne s'est pas suicidé, contrairement à d'autres poètes, à Nerval, par exemple, ou à un certain nombre de poètes romantiques. Donc voilà, si vous avez des questions, eh ben, vous m'envoyez un petit message ou vous me les posez en classe le jour où on se reverra, si on se revoit, si on n'est pas tous morts du coronavirus dans les jours qui viennent, n'est-ce pas? Et je vous mets un petit rappel des trois grands axes par écrit dans École Directe. Voilà, maintenant la balle est dans votre camp, à vous de travailler. Si j'ai parlé vraiment trop vite, vous pouvez peut-être passer la vidéo en vitesse lente, ou je ne sais pas, et du coup ce sera audible. Et vous pouvez aussi la réécouter, la prendre par cœur. Enfin, voilà. Par contre, vous ne la diffusez pas.
Voilà, vous la gardez pour vous, c'est juste pour mes petits élèves chéris, c'est pas pour la terre entière. Et donc je crois que ce texte est dans votre liste de bac, donc j'espère que vous aurez tous regardé cette vidéo avant dimanche soir. Voilà.